Dans cette causerie du vendredi 30 août 2013, qui se tient comme d'habitude à la bibliothèque, rue de la Providence, je voudrais aborder un sujet qui est très mal couvert dans le champ de l'astrologie, qui est celui des hommes providentiels. Et notamment, je voudrais aborder le cas du général de Gaulle, et de bien d'autres d'ailleurs, qui s'y rapportent. La recherche de l'homme providentiel en astrologie provoque généralement des réflexes du type dressons son thème natal pour voir s'il est comme ceci ou comme cela. Ou bien encore, par rapport à une période donnée, un moment donné, un jour donné, voyons quelle est la personne qui correspond le mieux aux configurations du moment. Par son thème natal, toujours, bien entendu. Ce sont de vieilles pratiques qui étaient déjà à l'ordre du jour il y a un siècle, ou en tout cas il y a 3/4 de siècle, avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, et après, et qui ont fait, je dirais, long feu. Mais le problème reste posé. Quelles sont les armes, quels sont les moyens de l'astrologue pour déterminer quelles sont les personnes qui vont être marquantes à un moment donné, et notamment à des moments, je dirais, marquants. Alors, encore pour des descendants sur la notion de moment marquant astrologiquement, on pourrait dire par exemple, et notamment, on pourrait parler de conjonction, de certaines conjonctions. Mais là, effectivement, les avis divergent, ou en tout cas s'entrecroisent et s'entremêlent, étant donné qu'il y a de nombreux cycles planétaires, le mot cycle planétaire étant utilisé depuis Armand et André Barbeau, donc depuis la fin des années 30, comme signifiant, comme impliquant deux planètes qui se combinent entre elles. Ce qui a amené, par exemple, André Barbeau en 1953 ou 54, quand il parlait de la mort de Staline, à dire que finalement, ce n'était pas nécessairement le thème de Staline qui était important, mais le fait que la vie de Staline, le destin de Staline, semblait lié à un certain cycle planétaire, en l'occurrence celui de Saturne avec Neptune. On sait d'ailleurs que ce cycle Saturne-Neptune fera couler beaucoup d'encre, puisque c'est également sous cette configuration que se déroulèrent les événements de 1989. Toujours est-il que, effectivement, à partir du moment où il y a une conjonction importante, nous avons un début de cycle qui dure jusqu'à la même conjonction qui suit. Alors, effectivement, chacun a ses conjonctions. Et puis il y en a qui disent que telle conjonction vaut pour telle région, pour tel pays, pour telle idéologie. Bon. Certains astrologues pensent qu'il faut trouver quelle est la conjonction, la combinatoire planétaire qui régit tel pays ou tel ensemble de pays, et que c'est cette conjonction
qui va permettre de faire des prévisions. Alors on nous a parlé de la conjonction qui régissait la France, qui régissait la 4ème République ou la 5ème République, enfin, donc chacun y va de son idée. Mais ce que je veux dire, avant d'aller sur le débat, sur la bonne conjonction, sur la vraie conjonction, sur la conjonction centrale, débat que nous avons déjà eu sur ces antennes, la question est de savoir qui est le personnage qui correspond à ces débuts de cycle, qui sont des démarrages, qui sont des enclenchements, où il y a une énergie, un élan nouveau de rassemblement qui se présente, un élan qui, finalement, petit à petit, évidemment, va décroître, va s'amenuiser, va décliner, jusqu'au moment où cette puissance de rassemblement est devenue extrêmement faible, justement, jusqu'à ce qu'un nouveau cycle se présente. Alors, prenons le cas de De Gaulle tel qu'il a été notamment étudié à l'époque, dans les années 58-59, par André Barbeau dans les cahiers astrologiques de Volgin. Alors, pour nous résumer, l'astrologue qui vivait et qui écrivait en début d'année 58 est le témoin d'événements majeurs, en tout cas qui remettent en question apparemment le cours des choses. Et on se demande au début de l'année 58 qui va être le prochain Premier ministre. À l'époque, on parlait de président du Conseil. Que va pressentir le président de la République, à l'époque, René Coty. Alors il y a, parmi ceux qui pourraient être chargés de cette mission de constituer un gouvernement, il y a Pflimlin, il y a Bidault, il y a Pleven, il y a De Gaulle, il y a éventuellement même Mitterrand. Et donc évidemment, l'astrologue Barbeau va étudier les thèmes de ces différentes personnalités. Il va les étudier par eux-mêmes, par le contexte de l'époque, par l'astrologie mondiale du moment, c'est-à-dire les dominants planétaires du moment. Et tout ça devrait lui permettre de détacher, de déterminer le candidat le plus probable, en tout cas celui qui est voué à la meilleure réussite dans cette mission délicate. Mission délicate dont on rappellera qu'elle se déroule dans un contexte de troubles en Algérie et avec une dimension militaire en arrière-plan. Mai 58 évoque dans la mémoire populaire quelque chose de l'ordre du coup d'État. Bon, et donc on se pose aussi des questions sur l'avenir de la 4ème République. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'elle va continuer? Bon. Donc c'est une période très intéressante pour l'astrologie, à tout point de vue, où l'astrologie peut faire ses preuves. Cela dit, comme on dit, il est préférable que l'astrologie ait un peu d'avance sur les événements, plutôt qu'elle ne fasse que les expliquer après coup. Alors, force est de constater que André Barbeau, il le reconnaît lui-même d'ailleurs, n'a pas vu venir, n'a pas pressenti l'ascension de Gaulle et la fortune de cette ascension sur une période tout de même assez longue. Il s'interroge d'ailleurs lui-même quand il apprend par la suite, quand il note par la suite, par la force des choses, que la Ve République est fondée, il s'interroge et il s'inquiète sur la durée de cette nouvelle structure
constitutionnelle. Et il se demande si elle durera aussi longtemps que ne l'a fait la 4ème République, qui avait duré 12 ans. Donc voilà, bon, il ne trouve pas, il n'avance pas le nom de De Gaulle parmi les favoris. Il ne croit pas, il le dit lui-même, il ne croit pas à De Gaulle à ce moment-là. D'ailleurs, il reconnaît aussi que l'astrologie, pour lui, est plus valable pour expliquer après coup que pour prévoir. Sur ce point, il y a effectivement beaucoup d'oscillations et à d'autres moments, il prend des initiatives beaucoup plus audacieuses. Bon, admettons. Donc, comme je disais, Barbault avait noté le cas de Staline et il avait noté, d'ailleurs dans un petit bulletin qu'il dirigeait à l'époque, qui s'appelait l'Astrologie moderne, il avait indiqué que finalement l'astrologie mondiale a peut-être plus d'importance, les cycles mondiaux avaient plus d'importance pour comprendre Staline et son destin que le thème natal de Staline, d'ailleurs sur lequel on avait quelques doutes. Mais là, en revanche, concernant De Gaulle, qui pourtant lui aussi est un personnage qui a un certain passé, concernant De Gaulle, eh bien non, il recourt à la méthode traditionnelle du thème natal, des transits, etc. Il est vrai que, donc là il y a vraiment un rendez-vous manqué, je dirais, entre l'astrologie, entre l'astrologue Barbault et l'histoire. Il est vrai que, comme je l'ai dit, les astrologues ne sont pas habitués à traiter ce genre de questions. D'un côté, ils savent faire des thèmes et les interpréter. De l'autre, ils sont capables d'étudier des cycles. Mais l'interface, la connexion entre ces deux plans leur fait problème. C'est-à-dire déterminer ce personnage historique, providentiel, qui est un individu, qui est une personne, mais qui s'inscrit dans une cyclicité mondiale. Et là, il manquerait un outil pour localiser ce genre de personnage. Et pourtant, Barbault esquisse la réponse à cette question dans son étude de Staline. Il dit, semble-t-il, regardez le passé. Regardez quels sont les personnages importants. Le cas Staline, c'est un petit peu difficile parce que, comme il est au pouvoir depuis des décennies, il n'y a pas de retour de Staline. Donc, il n'y a pas de suspense à ce niveau-là, d'une certaine manière. Bien qu'ensuite, on puisse se poser la question de savoir quels sont les successeurs de Staline. Mais sur la scène de la politique française, De Gaulle est comme un élément majeur qui déjà a été chef de gouvernement en 1944. Si on lit les outils de travail classiques des astrologues qui s'appellent Chroniques, on voit que pour l'année 1944, eh bien, il y a la formation au mois de juin, le 2 juin à Alger, on se crée le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. Et bien évidemment, De Gaulle joue un rôle important à ce moment-là. Et nous sommes justement dans une configuration qui est assez semblable, en vérité, à celle de 58. Déjà, d'un point de vue purement, je dirais, numérique,
pour les amateurs du cycle de 7 ans, 14 ans séparent 1944 et 1958. Et en 1944, De Gaulle arrive à rassembler autour de lui, devient un centre de la vie politique française, incarne la légitimité française du pouvoir. Et on aurait pu penser raisonnablement que dans un cycle identique, nous y reviendrons, De Gaulle aurait pu être amené à jouer un rôle comparable. Ce qui sera le cas, effectivement, si on toute proportion gardée, en 1958, en 1959. Où à nouveau, il y a quand même une certaine légitimité qui permet de mettre en place des institutions, des structures. Mais à condition, bien entendu, de déterminer quel est le cycle planétaire qui a permis à De Gaulle d'avoir la carrière qui est la sienne. Si on n'a pas trouvé ce cycle, on ne peut pas s'intéresser spécialement à 58. À moins que puisqu'il faudrait que 58 ait le même, appartienne à ce cycle en question. Alors, dans l'astrologie que je prône moi-même, c'est-à-dire l'astrocyclologie, le cycle en question, nous le connaissons, c'est celui de Saturne qui passe tous les 7 ans environ sur une des 4 étoiles fixes royales. Et donc, effectivement, en 44 et en 58, à 14 ans d'intervalle, Saturne passe d'Antares à Aldébaran, du début de Sagittaire au début des Gémeaux. Ou inversement, si on préfère. Et effectivement, on aurait pu dire que c'était le moment, c'était l'heure possible pour De Gaulle. Quel que soit son thème natal. Du fait même que sa vie ait été marquée par ce cycle. C'est la cyclicité astrologique de la personne qui constitue sa signature véritablement, et non pas le thème natal. Cette idée, je l'avais déjà abordée en 1977 dans un petit ouvrage qui est paru dans la revue Cosmopolitan, l'astrologie sensorielle, où je disais qu'effectivement, une des façons de savoir quelle était notre planète, c'était de voir si elle s'inscrivait dans un schéma chronologique donné, dans un des schémas possibles. Et ça me paraît de bonne méthode, cette façon de faire. Hein. Remplacer le thème natal par, évidemment on ne peut pas le faire avec un enfant qui vient de naître, pas de soi. Remplacer le thème natal par la détermination du cycle qui affecte la personne en question sur 20, 30, 40 ans. Et à partir de ce moment-là, on peut effectivement extrapoler et s'attendre à ce qu'à un tel moment comparable, des choses relativement semblables se produisent dans la vie de cette personne-là. Non pas d'ailleurs que ça ne se soit réservé à cette personne-là, généralement ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Il n'y a pas un cycle pour une personne donnée, mais la personne en question peut s'inscrire dans un cycle qui la concerne et qui concerne une série de personnes qui ont à peu près le même profil, c'est-à-dire qui sont également des hommes providentiels quand il s'agit de la phase conjonctionnelle. Si on laisse bien sûr les choses se produire normalement et s'il n'y a pas d'interférence de divers ordres, de trucage, de toutes sortes d'élections plus ou moins trafiquées, etc. Enfin. En tout cas, ces personnages-là, quelqu'un comme De Gaulle, si en 1944 il était porté par la conjonction de Saturne avec une étoile fixe royale, pourquoi ne le serait-il pas en 1958? Et c'est ce qui s'est produit. Donc là, on avait une occasion en or,
non seulement de dire les choses au moment où la crise a lieu, mais on aurait pu même la prévoir plus tôt, parce que effectivement la crise, Saturne étant alors en Sagittaire, vers le 20 degré du Sagittaire, la crise elle est déjà là depuis un certain temps, et la 4ème République souffre justement de manque de pouvoir, le pouvoir est faible. Et justement, la Constitution de 58 naît dans cette optique de renforcer le pouvoir présidentiel, le pouvoir en haut du gouvernement. Donc c'était prévisible. On pouvait prévoir une forme de crise liée à la notion de conjonction, qui était en train de se produire dans les années qui ont précédé déjà, en tout cas dans l'année qui a précédé. Et la solution qui, elle, il y a le problème posé par la conjonction au niveau collectif, et puis il y a la solution qui est apportée par le personnage qui semble être le mieux en mesure de répondre et de résoudre le problème. Donc, effectivement, mais il y a un autre De Gaulle. Il y a un autre De Gaulle. Le De Gaulle de 1940 n'est pas le De Gaulle de 1944. Et ça aussi, il faut bien le comprendre. Le personnage présidentiel, il est également marqué par l'affaiblissement du phénomène conjonctionnel. Et à ce moment-là, au lieu d'incarner l'unité, il va incarner au contraire la division. C'est ce qui s'est passé en 1940. En 1940, De Gaulle est un diviseur. Il rassemble autour de lui, mais il rassemble dans la division, il rassemble dans la polarité. Il ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a un personnage qui, à certains moments, rassemble pour diviser, et à d'autres moments, rassemble pour unifier. Et ça peut être la même personne, d'où une structure mentale complète, d'où une image contradictoire. Alors il est facile, évidemment, de regarder le thème et montrer que ces contradictions, ces tensions intérieures dans la vie de la personne, donc quelque part dans la mentalité de la personne, sont inscrites. Mais ça, c'est vraiment du b.a.-ba de tout astrologue qui n'a qu'à mettre en évidence des tensions, des dissonances, et on en trouve toujours, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est pas très sérieux. Mais il est un fait qu'effectivement, ce sont des personnages qui sont un peu déconcertants, presque précisément. Ils sont tour à tour au cœur de processus d'unification et aussi de processus de division et de divergence et de dissidence. Et effectivement, dans le cycle Saturne étoile fixe, on peut tout à fait préciser à quel moment le personnage est dans un processus conjonctionnel de rassemblement global, unifiant, et à quel moment, au mi-point entre deux étoiles, quand Saturne est au mi-point entre deux étoiles fixes royales, c'est-à-dire à peu près au semi-carré de Saturne avec deux étoiles fixes royales, celle d'avant et celle d'après, et bien là on est dans une phase qu'on peut appeler une phase de disjonction. Et la phase de disjonction conduit ce personnage qui avait été unificateur à devenir un diviseur. Et ça reprend dans l'autre sens, ensuite ça rebascule constamment. Donc voilà des personnages qui sont effectivement à double visage, un peu comme un Janus, qui incarne les deux polarités extrêmes de l'union et de la division. Par exemple, si on prend le cas de 68, 65, 7 ans après 58, voit à nouveau un processus d'unification, si on veut, moins dramatique qu'en 58, certes, mais enfin avec un suffrage universel pour la première fois, puisque pour la première fois, un président public sous la 5e République était le suffrage universel, et sous la 4e République, il n'était pas question de suffrage universel pour élire directement ni le président du Conseil, ni le président de la République.
effectivement, là, De Gaulle l'emporte au second tour, il est vrai, mais assez largement sur Mitterrand. Mais 3 ans plus tard, donc lorsque déjà le processus de 7 ans est arrivé à mi-parcours, 3 ans et demi plus tard, nous avons évidemment une situation beaucoup plus contrastée avec un De Gaulle qui ne vient... On n'est pas encore complètement dans la guerre civile, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, et De Gaulle n'a plus la faculté de rassembler, d'unifier la France, et on sait qu'il en tirera les conséquences, d'ailleurs peut-être de manière un peu prématurée. On peut penser que s'il avait été conseillé intelligemment par un astrologue connaissant l'astrocyclologie, ce qui aurait été difficile à l'époque, parce que je n'avais qu'une dizaine d'années, ou une vingtaine d'années, en 68, mais j'aurais presque pu le faire, parce que j'avais commencé l'astrologie à ce moment-là. Enfin, je n'avais pas encore élaboré complètement mon modèle. Il préfère d'abord lancer ce malheureux référendum, et puis ensuite, à l'issue du résultat, il préfère démissionner, et il mourra en 70. On peut penser qu'il aurait pu reprendre les choses en main en 72, avec le passage de Saturne à nouveau en conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales. Bon. Il ne l'a pas fait. Il a peut-être été conseillé par un astrologue, en tout cas pas par le bon, mais pas avec le bon système. Mais ça aurait pu continuer comme ça. Et on aurait pu déjà prévoir, en tout cas, que le De Gaulle de 58 ne serait pas celui de 68. Et qu'il fallait s'attendre à quelque chose de l'ordre de 68, il fallait s'y attendre. Dès 65, il fallait dire, bon, ben, dans 3 ans, attention, il va y avoir un retour de bâton, il va y avoir un revirement, et la faculté de rassembler sera mise à mal et aboutira à une division. Une division dont De Gaulle n'est pas forcément d'ailleurs l'auteur nécessairement. Il peut y avoir d'autres personnages qui ont contribué à cette division à ce moment-là, comme à d'autres moments. Et d'ailleurs, 68, c'est un peu comme 1940. Il y a 28 ans d'écart entre les deux. On a donc les mêmes configurations. Et on a encore une fois la France qui est coupée en deux, si on peut dire, avec des effets peut-être moins dramatiques sur le plan politique, militaire, mais qui sont quand même marquants et qui aboutiront par la suite à l'alternance avec la gauche. En 1981, enfin, on ne va pas revenir là-dessus pour l'instant. Donc effectivement, nous avons là un modèle qui est relativement simple, mais avec donc 2 obstacles épistémologiques, comme dirait Gaston Bachelard. Le premier, c'est qu'il ne faut pas forcément s'appuyer sur le thème astral, le thème natal, pour déterminer quels seront les personnages majeurs, que ce soit d'ailleurs en période conjonctionnelle ou disjonctionnelle. Et deuxièmement, que le cycle doit être un cycle axé sur une seule planète et pas sur 2 planètes comme le voulaient les frères Barbeau, et donc qui doit être découpé et balisé par autre chose que par des rencontres avec d'autres planètes, ce qui est le principe du cycle planétaire, comme on l'appelait à l'époque, et d'une manière un peu abusive, je pense, et on n'a pas 36 solutions. On peut soit associer une planète, encore quelle planète, avec le zodiaque, avec les axes des solstices et des équinoxes, qui découpent effectivement en 4 le cycle de toute planète, soit se mettre en rapport avec les étoiles fixes royales, qui également découpent le cycle en question, quel qu'il soit d'ailleurs. L'avantage de ce dernier système, qui est
c'est que nous sommes dans le domaine du visuel. C'est-à-dire que nous avons les signaux célestistes, on ne les voit pas dans le ciel, alors que là, la proximité d'une planète avec une étoile, même si c'est une apparence, un effet de perspective, même si c'est approximatif, tout le monde peut la voir. Surtout si ce sont des planètes qui sont visibles à l'œil nu. Donc effectivement, on a là deux obstacles, parce que les astrologues aujourd'hui ne veulent pas entendre parler d'étoiles fixes. Et deuxièmement, ils sont extrêmement liés à toutes les questions de thème astral qui sont à la base de l'enseignement astrologique actuel. Et donc, si on est pris du thème astral, ils sont perdus. Que ce soit le thème astral d'ailleurs d'une personnalité, ou le thème astral d'un pays, ou le thème astral d'un événement, il faut faire le thème. Faire le thème, ça veut tout dire. Ça veut dire non pas étudier un cycle planétaire, mais étudier toutes les interférences qui peuvent se produire, qu'on peut supposer, qu'on peut imaginer qu'elles se produisent, à un instant T. Celui de la naissance, celui d'un événement, celui d'une élection, etc. Donc il y a des outils de travail qui ne sont pas appropriés aux recherches que je préconise. Ce qu'on appelle un obstacle épistémologique, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des habitudes qui sont prises et qui empêchent véritablement l'astrologie de se renouveler et de retrouver ses marques autrement. Alors, comme je l'ai dit, il y a des difficultés sur lesquelles on ne reviendra peut-être pas trop longuement, mais des difficultés qui sont liées au fait qu'effectivement, comment déterminer la planète, si on est d'accord sur le fait qu'il doit y avoir une seule planète, et si on est d'accord sur le fait que ce doit être coupé par les 4 étoiles fixes royales, encore faudrait-il déterminer quelle est la planète. Alors si on est d'accord pour éliminer tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est invisible, on n'a plus que Jupiter et Saturne, donc vous voyez, l'élimination quand même se fait assez rapidement. Donc il s'agirait de départager entre Jupiter et Saturne. Mais si on considère que le cycle de 7 ans est un cycle important, non seulement en astrologie, mais qu'on peut observer de façon assez récurrente autour de soi, Saturne s'impose de lui-même, puisque quand on divise le cycle de Saturne par 4, on arrive à 7, ce qui n'est absolument pas le cas de Jupiter. Donc, à mon avis, Saturne a rapidement l'avantage dans cette confrontation avec Jupiter. Et puis alors il y a aussi l'interprétation du cycle. Même si on est d'accord sur le fait que la conjonction Saturne avec une des 4 étoiles fixes est majeure, est cruciale, comment l'interpréter? Et je ne cacherai pas que moi-même, j'ai eu plusieurs hypothèses successives. Dans un entretien qui a été filmé il y a à peu près presque un an par Baglis TV, et qui n'est toujours pas en ligne d'ailleurs, je développais une interprétation du cycle qui était un petit peu différente de celle que je propose maintenant. Donc voyez-vous à quel point on peut avoir le bon système, les bons éléments, mais on peut aussi avoir des flottements concernant l'interprétation. Parce que si on est d'accord sur ce que j'appellerais le système pavlovien, c'est-à-dire qu'effectivement la conjonction de Saturne avec l'étoile, donc il y a un phénomène visuel dans le ciel, se déclencherait un phénomène pavlovien, c'est-à-dire réveillerait en quelque sorte d'une sorte d'un certain type de sommeil métaphysique, si on peut dire, réveillerait des personnages qui sont particulièrement importants pour l'humanité, et les propulserait au devant de la scène, sur le devant de la scène, de la même façon que le déclin, le caractère de moins en moins visible de la configuration Saturne-étoile conduirait à une certaine forme d'effacement ou de retrait relatif de ces mêmes personnages. Et à ce moment-là, effectivement, ces personnages providentiels qui sont assez évidents en période conjonctionnelle se retrouvent en concurrence avec d'autres personnages de moindre envergure en période disjonctionnelle, c'est-à-dire en gros au semi-carré de Saturne avec les étoiles fixes royales les plus proches.
et où on sait ce qui carré avec celles qui sont plus lointaines. Donc à ce moment-là, effectivement, lorsqu'on est en phase disjonctionnelle, on a une multiplication de possibilités qui donnent leur chance à des personnages moins intéressants. C'est vrai que ces personnages providentiels peuvent continuer à exister en tant que diviseurs, mais en tout cas, en tant que diviseurs, ils se retrouvent sur le même pied que d'autres personnages avec lesquels ils sont en division, avec lesquels ils incarnent à eux tous les diversités des possibles. Donc c'est pas aussi glorieux que la phase conjonctionnelle. Actuellement, nous sommes dans une période pré-conjonctionnelle qui ressemble assez fortement à la fin de la 4ème République, avec un Saturne justement qui entre en Sagittaire, comme c'est en train d'être le cas actuellement en fin Scorpion. Donc entre 1958, 57, 58 et 2013-2014, il y a certainement des similitudes, et en tout cas sur le plan astronomique, on est très proche. Ça ne veut pas dire forcément qu'on aura les mêmes effets. Ça veut dire forcément qu'on va changer de république, parce que de toute façon, ce phénomène a lieu tous les 7 ans, et tous les 7 ans, il n'y a pas de bouleversement majeur. À ce sujet, un petit clin d'œil pour dire à quel point on n'a pas besoin d'Uranus pour déterminer des changements en astrologie, c'est un gadget. La cyclicité, les différentes phases du cycle sont elles-mêmes uraniennes par essence, sans qu'on ait besoin de la planète Uranus, qui elle a des mouvements, a une révolution dont on n'a pas nécessairement à tenir compte en astrologie. Bon, enfin bref, ça c'est un autre problème. Donc, en effet, on peut se demander ce que signifie la conjonction, et je dirais donc que c'est pavlovien, c'est-à-dire qu'effectivement, vous connaissez bien l'histoire du chien de Pavlov, qui commence à saliver lorsque une image se présente qui est plus ou moins semblable à celle qui correspond à un idéal pour lui, et donc quand notre subconscient, en quelque sorte, capte une sorte de rapprochement entre Saturne et une des 4 étoiles fixes royales, en l'occurrence maintenant Antares au début du Sagittaire, et je vous signale qu'entre parenthèses, Antares est toujours à l'endroit où il est. C'est pas comme une planète qui va, on va dire la planète sera à tel endroit. Non, Antares est là et Saturne va le rejoindre. Et Saturne, là, est l'élément masculin et Antares est l'élément féminin. Comme dans le rapport Lune-Soleil, la Lune est l'élément masculin, non à ce qu'on dit en astrologie actuellement, et le Soleil est l'élément féminin. Comme on dit d'ailleurs en allemand, die Sonne, der Mond. Et d'ailleurs, on l'a déjà dit, dans le Mahabharata, la Lune est un élément masculin qui a plusieurs épouses, qui sont effectivement des étoiles, des astérismes. Donc, à ces moments-là, il y a un réveil, comme je disais, de ces personnalités qui entendent des voix, si on peut dire, pour parler un peu comme le faisait Jeanne d'Arc, qui sont imprégnées d'une forme de mission, d'idées, comme dirait De Gaulle, ces gens-là donc émergent, ou réémergent plutôt, et retrouvent une position qu'ils avaient pu avoir 7 ans, 14 ans, 21 ans plus tôt. Ils renaissent dans cette dynamique qui a été la leur antérieurement, bien qu'il puisse y avoir aussi bien sûr un commencement à tout, et que les premières configurations n'aient pas eu de précédent quand personne était très jeune. Mais il est important pour l'astrologue, alors là je parle d'un métier d'astrologue, parce que paradoxalement, nous avons là un travail pour l'astrologue. Le travail pour l'astrologue ne serait plus de faire des thèmes, c'est des thèmes pour le premier venu, mais de déterminer au regard de la carrière, au regard de la chronologie de chaque personne qui vient le voir,
si le facteur saturnien est déterminant. Et il l'est ou il ne l'est pas. S'il l'est, il lui donnerait encore une sorte de certificat de cyclicité saturnienne, qui pourrait quand même constituer une sorte de référence au niveau professionnel, parce que les entreprises peuvent être intéressées à embaucher des saturniens de ce type. Donc on aurait là un métier qui n'a rien à voir avec le métier actuel de l'astrologue, mais qui a un peu à voir avec les anciennes façons de travailler d'avant-guerre sur la rectification du thème natal, où on posait beaucoup de questions sur les étapes de vie de la personne. Et là, on n'est pas du tout en train de jouer aux devinettes. On met sur les choses, on joue carte sur table. C'est-à-dire qu'on dit clairement, voilà, donnez-moi les éléments vous concernant et je verrai si on peut vous décerner le statut saturnien, étant entendu d'ailleurs que ce statut ne serait entériné que par un jury de spécialistes qui décernerait définitivement le diplôme, si on peut dire, adéquat. Donc ça peut être un élément important au niveau de l'orientation professionnelle, au niveau du CV, au niveau des diplômes, je dirais même. Je pense que le diplôme de saturnien 4 étoiles pourrait être un diplôme extrêmement recherché. Et ça ne peut pas se faire d'un point de vue purement mathématique. Enfin, on pourrait évidemment mettre en mémoire tout ce que la personne a fait et confronter avec le cycle de Saturne pour voir s'il y a une correspondance. Enfin, de toute façon, il faut quand même mieux qu'il y ait une forme d'entretien ou d'une série d'entretiens à ce sujet. Donc même si je reste sceptique sur le rôle des astrologues, professionnels, praticiens, je pense que là, il y a une fonction importante qui peut quand même, si ça implique de recenser tout le monde pour voir qui est qui et qui correspond à cette place, ça fait quand même pas mal de travail et d'emploi. Donc voilà, il faut savoir qui sont les personnages concernés, ceux qui correspondent à ce système, et à partir de ce moment-là, on peut déterminer leur intervention à un certain moment du cycle, et aussi l'évolution de leur vie avec des hauts et des bas, qu'on peut également assez bien déterminer. Parce qu'il faut bien comprendre que l'astrologie est une école de mutation, c'est-à-dire qu'on ne reste pas indéfiniment et de façon permanente en haut d'un système. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des hauts et des bas. Et il faut aussi prévoir le bas, mais aussi prévoir le haut, le retour vers le haut. Ça, je crois que ça sera au cœur de la pensée philosophique du XXIe siècle, cette façon de penser les choses. Je ne reviens pas sur la façon dont on a pu élaborer ce système, contrairement à ce que certains croient. Contrairement à ce que certaines personnes croient, je ne suis pas parti des étoiles fixes royales pour déterminer mon système. C'est l'inverse qui s'est produit. J'ai observé un cycle de 7 ans, notamment au niveau de l'histoire des peuples, de l'histoire des empires, et je me suis demandé quelle était la configuration qui rendait le mieux compte sur le plan astronomique de ce cycle de 7 ans, tout simplement. Donc, il se trouve qu'il me semble que c'est finalement, non pas bien entendu le retour de la planète Saturne sur le thème natal, ce qui ne veut rien dire au niveau mondial, mais le passage de Saturne sur les 4 étoiles fixes royales. C'est pas moi qui les ai inventées, elles font partie de la tradition astrologique et astronomique depuis des millénaires. Mais effectivement, il y a aussi le problème de l'interprétation de ces processus. Par exemple, certains ont cru que je reliais mon travail avec le songe de Pharaon interprété par Joseph, qui indiquait notamment les 7 vaches maigres qui mangeaient les 7 vaches grasses.
Donc il y aurait eu 7 années comme ceci, 7 années comme cela. Ben non, c'est pas du tout comme ça. Puisque le cycle de 7 ans recommence chaque fois avec une conjonction, et donc par conséquent il peut pas y avoir une conjonction X qui serait les vaches grasses et une conjonction Y qui serait les vaches maigres. Les vaches grasses sont la conjonction, et les vaches maigres sont la disjonction au bout de 3 ans et demi. Et donc là, il y a une erreur, effectivement, si on peut dire, dans la Bible, une mauvaise interprétation du système. Alors, ce ne serait pas la seule erreur qu'on verrait dans la Bible à ce niveau-là. Et d'ailleurs, la période de 3 ans et demi est également tout à fait attestée dans la tradition prophétique biblique. Ça correspond aux 1280 jours, parce que si on fait 3 fois 360 plus 180, on arrive à ce chiffre. Et 3 ans et demi, on trouve ça également, dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse de Saint Jean, etc. Donc, cycle de 7 ans, qui se divise en 2 temps de 3 ans et demi à peu près, mais c'est très approximatif, c'est très progressif. Voilà, ce sont des observations que l'on peut faire. Il me paraît essentiel que l'astrologue ne parte pas du cosmos pour étudier le monde. Il doit partir du monde pour aller vers le cosmos en se demandant qu'est-ce qui dans le cosmos correspond aux structures du monde. Et là, j'avais repéré dans un texte d'André Barbeau, qui était paru également dans les cahiers astrologiques, mais dans les années 48-49, même avant, 46 je crois, où il disait, il opposait justement le cosmos qui est quelque chose de tellement structuré, tellement mathématique, et le monde réel d'en bas qui est confus. Je me porte en faux contre cette représentation des choses. Le monde cosmique est un monde extrêmement touffu, foisonnant, où un être humain ne peut évidemment rien percevoir par ses propres sens, par sa propre observation. Il ne peut percevoir que des données mathématiques, des données astronomiques. Il faut qu'il parte donc de l'observation du réel, qu'il perçoive ce cycle de 7 ans, que beaucoup d'astrologues d'ailleurs ont perçu par là même, et qu'après il se demande ce qui dans le cosmos rendrait compte de ce cycle de 7 ans. Il faut de même que il faut emprunter à la réalité sur le terrain, même si ça doit se faire au prix d'un certain dépouillement, une certaine décantation des données, bien entendu, une certaine abstraction, pour arriver à retrouver la récurrence, non seulement d'ailleurs la récurrence, mais aussi la synchronicité. Parce que on peut remarquer que ces cycles de 7 ans, eh bien, il y a des événements qui arrivent au même moment et qui durent également 7 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple qu'au même moment, et Barbeau souvent le remarque, au même moment, des événements semblables, des évolutions semblables se produisent à des endroits très différents de la Terre. Et ça doit également être frappant. Parce que quand ces événements semblables, justement d'homme providentiel qui reprend un cycle, quand de nouveaux cycles redémarrent, eh bien c'est déjà quelque part quelque chose de l'ordre de l'astrologie. Et si ces redémarrages synchroniques, simultanés se produisent, eh bien on regarde quelle est la configuration qui en rend compte, qui pourra en rendre compte. À condition, bien entendu, de ne pas éliminer l'étoile fixe. Parce que si on confronte les observations sur le terrain à une astronomie qui est elle-même tronquée, à une astrologie qui est également incomplète, ben on ne va pas très loin. Il faut donc se remettre dans une conception aussi ouverte que possible du cosmos, celle notamment qu'ont pu connaître les anciens, avec les planètes jusqu'à Saturne, avec les étoiles fixes. Sinon, on va nulle part. Et sinon, on va errer avec la supposition de je ne sais quel mi-point, ou de je ne sais quelle étoile, ou de cette planète supplémentaire qui manquerait, etc. On va errer. Bon. N'est-ce pas, le cosmos ne nous est pas familier. Il nous est familier par le truchement de l'astrologie,
par le truchement du symbolisme, mais c'est une familiarité illusoire, une familiarité factice. Et l'astrologue est souvent victime de ce leurre. Il faut revenir aux choses basiques. Nous ne connaissons pas le cosmos ne nous parle pas de lui-même, ce ne sont que des astres éloignés et morts et qui bougent dans tous les sens. Il faut partir de notre environnement immédiat, bien évidemment. Il faut partir de ce que nous observons autour de nous, ce que nous observons dans l'histoire. Par exemple, au moment où De Gaulle arrive au pouvoir, on a la formation de l'Union européenne, par exemple. La CE, la Communauté européenne d'économie, avec le traité de Rome de 1957. On a, 3 ans après l'arrivée de De Gaulle, on a la disjonction de Saturne avec les 2 étoiles fixes royales qui le précèdent et qui le suivent, qui correspondent au démembrement de l'empire colonial français, qui est une phase, bien entendu, de division et non pas d'unité. Donc on doit effectivement intégrer l'étude d'un personnage dans un ensemble beaucoup plus large d'autres personnages du même ordre qui ont le même destin, plus ou moins, et puis des enjeux politiques majeurs de l'ordre de l'unification des empires, de leur renforcement des empires, ou au contraire de leur démembrement, comme en 1989, qui se joue à peu près 28 ans après le démembrement de l'empire colonial français. Notons aussi, par exemple, qu'en 1957, non seulement l'Union européenne se forme, mais aussi une tentative au niveau du monde arabe, avec la République arabe unie qui rapproche l'Égypte et la Syrie dans un processus, dans un projet beaucoup plus large, alors que ce sont 2 pays qui n'ont même pas de frontières communes. Ils sont séparés notamment par Israël et par la Jordanie. Et donc, voilà toute la démarche que je propose, et qui est une nouvelle démarche, je crois, qui vient se substituer à celles qui ont déjà existé. Et André Barbeau apparaît comme une sorte de pionnier intermédiaire qui vacille, qui oscille entre l'ancien système et un nouveau système qu'il ébauche, dont il ébauche d'ailleurs certaines orientations, avec des reculs. À certains moments, il reste fidèle à l'idée de cycle planétaire qu'a lancé son frère Rumélius, Armand Barbeau. À d'autres moments, il revient vers l'idée de thème astral, de thème natal. À d'autres moments, en 1967 notamment, il propose une sorte de bouquet de planètes lentes dont il étudie une sorte de résultante. Et donc là, il essaie non plus d'enchaîner les cycles planétaires les uns par rapport aux autres, mais de les regrouper, de les synthétiser. Vous voyez, donc il essaie dans toutes sortes de directions, en fin de compte. Et avec 1989, évidemment, il revient vers la notion de cycle planétaire qu'il avait plus ou moins laissé de côté, du fait justement de la réussite, entre guillemets, de son pronostic qu'il avait déjà émis dès 1953, concernant le retour de la conjonction Saturne-Neptune, comme pouvant marquer un nouveau temps important pour la Russie. Alors on pourrait épiloguer pour savoir si la prévision a été suffisamment structurée. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas se contenter de dire qu'il va y avoir des événements graves. À un moment donné, Barbeau ne dit pas, et ça on peut le regretter, dans son modèle, il ne dit pas que la conjonction est l'annonce d'un rassemblement et la disjonction, c'est-à-dire la dissonance, si on veut, au bout d'un certain temps, avec un aspect qui montre la distance avec la conjonction, correspondrait à un moment de division ou de démantèlement. Il ne le dit pas, il se contente de dire c'est important, ou c'est grave, ou il y a une tension, ou il y a une détente. Bon, ça me paraît des expressions assez vagues, assez insuffisantes, qui ne contribueront pas suffisamment au crédit
et à la reconnaissance de l'astrologie. Donc effectivement, il y a un problème de langage qui est important. Il est vrai qu'il est intéressant d'utiliser des termes relativement vagues et généraux, je suis d'accord là-dessus. Mais il ne faut quand même pas aller trop loin. Il faut quand même apporter un minimum de précision. Et la formulation, on la trouve petit à petit, en cherchant, en réfléchissant, en confrontant, en voyant sous quelle forme présenter les choses. Parce que si on présente mal les choses, si on définit mal le cycle, eh bien, même si tout le système est valable, la mauvaise définition va compromettre considérablement la pratique et l'application. Donc toute insuffisance dans la formulation se paye très cher, se paye cash en astrologie, quelle que soit la valeur de ce qu'on a pu élaborer par la suite. Et inversement d'ailleurs, quand la formulation est trop vague, on peut avoir l'impression, l'illusion qu'on a trouvé quelque chose, alors qu'en réalité on n'a rien trouvé du tout. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit dans le cas de Barbault, parce qu'au fin de compte, le 1989 ne s'explique pas du tout par la conjonction Saturne-Neptune, mais bien par la disjonction de Saturne par rapport aux deux étoiles fixes royales qui le précèdent et qui le suivent. Et d'ailleurs, on notera qu'il y a 21 ans entre 68 et 89, et que on a donc, si vous voulez, on a deux séries de périodes de 7 ans. On a des périodes de 7 ans qui sont conjonctionnelles et des périodes de 7 ans qui sont disjonctionnelles et qui alternent à 3 ans et demi d'un intervalle. Et donc on peut jouer là-dessus avec beaucoup de facilité. Là, ça ne demande pas de... Le système de l'astrocyclologie ne demande pas d'être constamment avec son nez dans les éphémérides. Loin de là. On a un élément, une information de temps à autre qui peut être puisé dans les éphémérides, et puis le reste s'organise en regardant le ciel, en regardant ce qui se passe autour de nous, en regardant l'histoire du monde, en jouant sur des cycles, entre des intervalles de 7 ans en 7 ans en 7 ans, aussi bien sur le plan de la conjonction que parallèlement sur le plan de la disjonction. Et puis à ce moment-là, on arrive à quelque chose. Donc c'est une astrologie extrêmement transmissible, que tout le monde peut pratiquer, que tout le monde peut appliquer. Hein, l'astrologie de tout le monde. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et nous sommes bien entendu à votre disposition. Si vous avez des objections, des arguments, vous nous les envoyez notamment par le biais de Facebook, sur les sites Facebook Aldébaran, ALDEBARAN, qui est un cycle justement qui porte le nom d'une étoile fixe royale qui appartient à la constellation du Taureau, mais qui tombe actuellement dans le domaine des Gémeaux. D'ailleurs, Rudyard lui-même, on le voit dans le livre, dans l'exposé de Ruperti, qu'il donne dans un des congrès, dans des actes des colloques, je crois, de 1954 à Paris, Rudyard, organisé par le CIA, Rudyard s'intéressait beaucoup à Régulus. Et il s'intéressait, alors c'est une intuition, mais je veux dire, il s'intéressait au fait que Régulus ait changé de signe, c'est-à-dire qu'on soit passé d'un Régulus tombant en tropical dans le Lion à Régulus arrivant dans la Vierge. Bon, c'est pas un critère qui apparaît très pertinent en lui-même, bien évidemment, mais il est intéressant parce que il montre bien une certaine intuition, d'une prise en compte. C'est ça le problème des primitifs, c'est qu'ils ont quelques intuitions, mais ils ne vont pas au bout de leurs intuitions. De la même façon que toute l'affaire des aires précessionnelles est une sorte de retour du refoulé, quelque part, avec effectivement le fait que les astrologues reconnaissent quelque part que le point vernal peut désigner une constellation. Enfin, c'est une astrologie tellement différente de l'astrologie qu'ils pratiquent par ailleurs qu'on se demande vraiment comment ils peuvent l'accepter. Mais enfin, en tout cas, il faut bien reconnaître, force est constater que cette théorie des précessionnels, notamment l'ère du Verseau, s'est greffée de manière puissante dans la pensée collective des astrologues, ce qui fait que la notion de stellarité, la notion d'étoile, n'est pas totalement étrangère.
Elle est d'autant moins étrangère d'ailleurs que le zodiaque lui-même renvoie implicitement aux étoiles. Lorsqu'on étudie le passage de Saturne dans les signes zodiacaux, quelque part, de façon encore une fois du retour du refoulé, quelque part, ça renvoie au passage de Saturne sur les 4 étoiles fixes royales. Et il y a donc bien cette dualité planète-zodiaque qui persiste en astrologie, même si le mot zodiaque fait problème parce que il peut renvoyer chez certains au tropical, donc aussi des saisons, et chez d'autres aux constellations. Et même chez les astrosidéralistes qui s'intéressent aux constellations, ils n'ont pas mis ils ne s'intéressent pas spécialement, autant que je le sache, aux étoiles fixes royales. Donc là aussi, il y a une occasion manquée. Tout le courant sidéraliste, notamment en France et bien avant ailleurs, avec Fagan, etc., Firepress, les réunions organisées par notamment Jacques Delescaux à Bruxelles à une certaine époque, à la fin des années 80, la Fédération d'astrologie sidéraliste, etc., et puis le Dorsan, et Marie Desclos, et Labouré, sans parler des astrogindous, tous ces gens-là, finalement, ont l'intuition qu'il faut tenir compte des étoiles, mais il reste dans l'histoire des constellations, de la division en 12, qui est pas très pertinente, parce qu'en fin de compte, le vrai problème, c'est pas le changement de constellation ou de signe. Le vrai problème, c'est le passage véritablement de la planète sur l'étoile, ou d'un aspect de la planète à l'étoile, et non pas d'une division du passage de la planète, d'un changement de signe ou d'un changement de constellation, ce qui est totalement secondaire pour la démarche astrologique.